Bonjour à tous, il a commencé sa carrière politique aux côtés de l'ancien maire de Pau, André Labarrère. Lui-même a été pendant 12 ans maire de Pessac, près de Bordeaux. Il est aujourd'hui député PS de Gironde, président du Conseil régional d'Aquitaine et président de l'Association des régions de France. Bonjour Alain Rousset. Bonjour. L'Association des régions de France a publié hier un manifeste pour le renouveau du système ferroviaire, un document qui est assez sévère globalement pour la SNCF. Oui, qui aime bien châtie bien, pour 3 raisons. La première, c'est que la SNCF n'a pas fait les progrès de productivité et de modernisation que l'on attendait d'elle, alors que les régions ont augmenté de 90% le financement et ont sauvé les TER, c'est-à-dire les trains de proximité. Je vous interromps, juste près de 6 milliards d'euros consacrés chaque année par les régions au système ferroviaire français. Ah oui, et puis on a une commande de 14 milliards d'euros, pour refaire les trains. Ce qui n'est pas dans la loi, ce qu'on ne nous a pas confié, c'est qu'il fallait refaire les voies aussi, régénérer les voies. Et puis aujourd'hui, on ne sait pas, c'est pas transparent. Comme quand une collectivité a une concession de service public, quand elle va regarder, elle sait ce qui se passe. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Un de nos anciens collègues, Alain Leverne, a été placé à la direction du service TER. Les comptes vont être détourés de telle sorte qu'on puisse se préparer, le cas échéant, à la concurrence. Parce que la pire des choses en France, c'est qu'on reçoit sur le coin de la figure des directives européennes auxquelles on ne s'est pas préparé. Ouais. Il faut qu'on se prépare à la concurrence. En l'occurrence, l'ouverture à la concurrence du trafic voyageur, c'est pour 2019 au plus tôt, mais il faut s'y préparer dès maintenant. C'est ce que vous dites à la SNCF. Bien sûr, c'est-à-dire des comptes détourés, transparents. Deuxièmement, la précision des coûts de fonctionnement général, combien de temps on fait rouler les trains, comment on les maintient, parce qu'on paye tout aujourd'hui. Oui, donc ce que vous demandez, c'est qu'au titre de cette dotation importante chaque année, vous demandez un droit de regard plus important sur la gestion que les régions deviennent ce que l'on appelle de vraies autorités organisatrices. La même transparence que l'on a réussi à obtenir dans les métropoles ou dans les communautés urbaines à l'égard des concessions. Moi, j'ai réussi à le faire quand je présidais la communauté urbaine de Bordeaux pour l'eau, et que les gains de productivité, avec du matériel neuf, avec de la maintenance neuve, soient obtenus pour les usagers et l'efficacité du service. Maintenant, on tient tous à notre système de transport ferroviaire. C'est quand même le transport le plus durable, si j'ose dire, qui existe. Vous demandez aussi dans ce manifeste une dotation, une nouvelle ressource fiscale dédiée au système ferroviaire, ça veut dire un nouvel impôt. La difficulté, on peut appeler ça comme ça, de toute façon, on est aujourd'hui avec un modèle fiscal qui globalement ne doit pas bouger. La différence qu'il y a, puisqu'on aborde le problème des finances des régions, c'est que la région est la seule collectivité qui voit ses ressources baisser, avec des compétences sur l'entreprise, sur la réinsertion des chômeurs, sur la formation, sur les trains. C'est pour ça qu'on a décidé à un certain nombre de régions de dire on cape la cotisation qu'on vous verse. On ne sait pas ce qu'il y a dedans et on ne peut pas augmenter. De toute façon, on est dans un modèle. Donc l'État nous demande, un peu comme si nous étions en relation de sous-traitance, et c'est bien le problème de la France, c'est que nous sommes dans une société de sous-traitance. État, collectivité locale, grand groupe PME, et aspiration de l'épargne, et système de banque. Je suis prêt à développer cette thèse, parce qu'elle saute tellement aux yeux que personne n'en parle. Mais aujourd'hui, nous disons à l'État, on est de bonne volonté pour faire croître les PME, pour développer le TER, pour moderniser notre enseignement professionnel, l'apprentissage. Il n'y a pas de souci. Sauf que... Donnez-nous les moyens. Sauf que on a serré tous les boulons du fonctionnement. Hein, comment on fait ? Alors, vous arrivez très naturellement sur le sujet des compétences des différentes collectivités, sujet qui a été relancé par le chef de l'État lui-même au début de l'année, qui a parlé de fusion de certaines collectivités, fusion de certains départements, fusion de certaines régions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sur ce sujet-là, vous n'êtes pas très, très moteur. On sent que ça n'est pas une... Écoutez, la France ne va pas réinventer la roue chaque fois. Cette idée de taille des régions, elle nous revient... Chaque fois que un président de la République ou un Premier ministre dit « il faut conforter les régions parce que c'est elles qui vont recréer l'industrie française avec les PME hein ». Le vrai couple qui marche en France, c'est la PME et la région. Comme ça se passe en Allemagne, comme ça se passe en Suède, comme ça se passe en Italie. Nous sommes le seul pays où on continue à subventionner des PME et à faire des concours
de la plus belle PME à partir de Paris. Donc on prend une PME alors qu'il y en a des centaines de milliers. Si maintenant certaines régions veulent se rapprocher, je pense aux deux Normandies, pourquoi pas? Si, alors qu'il y a beaucoup de coopération, hein. Nous avons créé avec Martin Malvy 14 fonds d'intervention pour les fonds propres des PME. Martin Malvy, c'est région Midi-Pyrénées. Oui. Donc on est vraiment en coopération totale. Moi, je ne suis pas contre, mais encore une fois, la taille des régions françaises est exactement la même que la taille des régions européennes. La seule différence, c'est les compétences. La dépense par habitant de la région française, c'est 395 €. La dépense des régions autrichiennes, par exemple, beaucoup plus petite, c'est 4 000 €. Donc vous imaginez la puissance de feu, singulièrement quand vous accompagnez les PME. Juste un point, parce que c'est vraiment le point qui me tient à cœur. Nous aidons 1,4% de PME en innovation. Aujourd'hui, 1,4% des PME françaises sont aidées en innovation. Par l'État, par les régions, par l'ADEME, par la BPI, par l'espèce de bazar dans lequel on se trouve aujourd'hui. Vous savez combien il y en a en Allemagne? 5%. Les PME allemandes sont 2 à 3 fois plus aidées par leurs Länder. Il ne faut pas chercher ailleurs le différentiel de compétitivité. Donc, ce que vous dites, c'est avant de penser à redessiner l'ensemble des collectivités, clarifions les compétences des unes et des autres. Bien sûr. Ça doit être la première étape. Disons aux Français qui fait quoi? Qui fait quoi? Est-ce qu'on sait qui fait quoi dans ce pays? Mais à part l'État. Aujourd'hui, on est sur ce chantier-là, après les annonces du début de l'année. C'est le discours de Rennes du Premier ministre, parce que ce qui s'est passé en Bretagne lui a bien montré que nous étions dans une société qui ne pouvait pas se réformer. La deuxième idée que je voulais vous soumettre, c'est qu'on ne réforme pas un pays centralisé. Vous avez, avec un de vos éditorialistes, M. Vittori, analysé dans les Échos la semaine dernière que la France ne se réforme pas. Mais pourquoi faut aller jusqu'au bout du raisonnement? Un pays centralisé, il fait la révolution. Il ne se réforme pas et la révolution, c'est le retour au même endroit. Donc la réforme doit venir des régions, des collectivités. Elle doit... Non mais quand vous êtes dans une région, quand vous vous rencontrez dans un train, le délégué syndical, le chef d'entreprise, le banquier, quand vous êtes en train de fabriquer un cluster, quand vous vous déplacez pour... Vous ne pouvez pas ignorer ce qu'est la gestion d'une entreprise, ce qu'est parfois la mauvaise organisation de l'entreprise, d'où l'usine du futur, ce qu'est la difficulté d'un chef d'entreprise. Vous rencontrez les structures de formation, les structures de recherche, vous avez une connaissance du tissu industriel, vous mettez tout ça ensemble. Je l'ai fait, moi, pour les ETI, pour la chimie verte. J'avais une réunion il y a 2 jours sur la robotique. C'est ce qu'on est en train de faire. J'allais dire d'une manière extrêmement triviale, ce palucher, comme le disent les industriels, cette patte du développement industriel. Ça ne peut pas se faire de Bercy, ça. Ouais, et très rapidement, Alain Rousset, on est au cœur de ce que vous appelez l'usine du futur, qui est un des projets industriels identifiés par Arnaud Montebourg. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez derrière ce concept d'usine du futur? Je reconstruis l'usine. C'est-à-dire, je travaille avec les salariés pour repenser tout le process de production. Toute la relation entre le salarié et son poste de travail. J'enrichis les tâches, je robotise, je numérise. Je l'ai fait en Aquitaine. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Turboméca qui est une filiale du groupe Safran. Ouais. Vous savez le résultat? On a reconstruit l'usine à côté. Je dis on parce que la région a mis 20 millions d'euros dans cette affaire. On a construit un centre de formation à côté. Résultat... Des emplois créés à la clé? Non. Non. Division par 2 des cycles de production. Et compétitivité de Safran et de Turboméca explosive. On fait la même chose sur les trains d'atterrissage. On fait la même chose sur une PME dans l'aéronautique. C'est l'aéronautique qui a porté tout ça. C'est pour ça que je me bats sur l'usine du futur. J'en avais parlé au président de la République il y a plus d'1 an. Et je suis très heureux que ce soit les régions qui soient à la manœuvre. Merci beaucoup Alain Rousset, à bientôt.